Alors, au vu de la situation en Ukraine, on peut se demander comment la crise actuelle est en train d'influer sur les politiques migratoires européennes, et notamment sur les politiques d'asile. Les politiques d'asile se construisent dans les crises. Ce sont les guerres des Balkans qui sont à l'origine du dispositif de protection temporaire qui est actuellement activé au sein de l'Union européenne pour absorber la vague migratoire ukrainienne. C'est un mécanisme qui est ancien, qui date de 2001, et vous voyez qu'il aura fallu 21 ans, jusqu'au 4 mars 2022, pour le mettre en œuvre concrètement. C'est pourtant pas faute d'avoir essayé. En 2010, en 2021, pour intégrer les réfugiés afghans, en 2011, en 2015 pour inclure les Syriens, et à chaque fois, si vous voulez, c'est la frilosité collective des États membres qui gagnait, et donc on n'avait pas l'accord nécessaire des États membres pour activer ce mécanisme, qui doit être activé à la majorité qualifiée, et donc du coup chaque pays gérait ou pas les flux d'arrivée comme il l'entendait. Les gens fuyaient les bombes, et donc au vu des disparités nationales intra-européennes en matière d'accueil, j'allais vous dire, il valait mieux qu'ils fuient du bon côté. Donc je vais vous indiquer ce que prévoit ce dispositif de protection temporaire qui est donc en place depuis le 4 mars. Alors en France, en tout cas, il prévoit la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, donc qui est d'une durée de 6 mois, renouvelable jusqu'à 3 ans, et qui permet, si vous voulez, aux réfugiés, qui leur donne un délai pour se régulariser et faire une demande, j'allais dire une demande d'asile. Ça n'exclut pas la demande d'asile, mais ça permet, si vous voulez, de désengorger, comme le processus est plus rapide pour obtenir l'autorisation provisoire de séjour que le statut de réfugié. Donc ça permet de désengorger ça. Ce mécanisme prévoit aussi le versement d'une allocation, notamment l'allocation pour demandeurs d'asile. Ce mécanisme leur prévoit aussi l'autorisation d'exercer une activité professionnelle dans le secteur formel, l'accès aux soins, l'accès au logement, la scolarisation des enfants, et j'allais dire, en fonction de la situation des personnes, ça permet aussi de faire des demandes de certaines allocations, comme par exemple les APL, pour les aider aussi à régulariser leur logement. Donc il y a tout un faisceau de droits, si vous voulez, qui se mettent en place liés à cette protection temporaire, qui sont activables de manière immédiate par les personnes qui sont déplacées. Alors, une autre chose, où on en est là au niveau des chiffres, j'ai regardé là, je viens de regarder les derniers chiffres du HCR, donc là on est vraiment à 4 millions d'Ukrainiens qui ont traversé une frontière au 30 mars. C'est la Pologne qui en accueille la majorité, c'est 2,3 millions ont traversé via la Pologne. La Moldavie dépasse les 390 000, la Hongrie 360 000, la Roumanie, la Slovaquie 280 000 chacun. Et vous avez bien sûr des hommes et des femmes qui ont fui du côté agresseur, la Biélorussie qui en accueille à peu près 10 000, et du côté russe, c'est 350 000 personnes qui sont parties du côté Russie. Alors, le pic de la vague, c'était le 6 mars, où là, vous aviez plus de 200 000 personnes qui traversaient la frontière par jour. Là, depuis le 17 mars, on est à moins de 50 000 par jour. Et si vous voulez, on est pleinement entré dans une autre logique, une logique de siège, finalement, d'où il devient difficile de s'extraire pour les gens. Donc, au vu d'un tel contexte, on peut aussi se poser la question, est-ce que le mécanisme européen de protection temporaire, est-ce qu'il aurait pu ne pas s'activer ? Alors la question, elle n'est pas anodine, parce qu'on voit bien que finalement, on peut se dire, la crise ukrainienne, elle aurait pu peut-être se régler au niveau de chaque État membre, à l'instar des crises passées. Après tout, vous avez 7 millions de Syriens qui ont fui les bombes russes sur les 10 dernières années, sans qu'aucune action collective européenne ne soit concrétisée en matière d'asile. Pour autant, ce qui est intéressant dans cette crise, c'est de voir que l'émotion, que cette proximité européenne suscite finalement sur fond de menaces nucléaires, cette émotion-là, elle a réussi à activer des leviers d'influence que d'autres crises n'ont pas pu enclencher. Et si des voix soulignent aujourd'hui, à raison bien sûr, le traitement différencié de la crise ukrainienne par rapport à d'autres conflits actuels qui sont tout aussi criminels sur les populations civiles, on voit bien qu'il sera difficile de revenir sur les acquis d'aujourd'hui.
On voit mal en effet l'Union européenne justifier de manière vaseuse dans le futur un non-recours aux mécanismes de protection temporaire quand des populations non européennes sont concernées. Aucune base juridique ne pourra justifier cela. Aucune. À moins que les conventions de Genève ne soient racialisées, ce qui relève fort heureusement encore de la fiction aujourd'hui. Donc vous voyez que le traitement différencié de la crise ukrainienne aura néanmoins permis un pas de géant pour la politique d'asile européenne commune. Le bas qui blesse encore aujourd'hui au niveau européen, et c'est pas étonnant non plus si on n'entend aucune annonce sur le sujet, ça reste vraiment l'idée de cette clé de répartition contraignante entre les États membres lorsque l'Europe est confrontée à une crise d'envergure et à des déplacements massifs de population, comme la situation que nous vivons actuellement. La Commission y a renoncé il y a déjà plusieurs années au vu de nombreuses réticences, mais ce mécanisme de dilution de solidarité reste pour autant le principal enjeu de la politique d'asile européenne. Et tant que cet aspect ne sera pas réglé, on voit bien que la politique migratoire européenne restera à géométrie variable et recevra plus ou moins d'oreilles en fonction de la nationalité des ressortissants du pays en crise. Donc ça, c'est un point clé qui pour l'instant n'est pas très visible encore dans les agendas